Alors, concrètement, il y a un certain nombre de choses qui sont fort intéressantes à observer et qui en même temps posent des problèmes aux historiens, enfin qui soulèvent des questions. Par exemple, la première scène du film, qui est cette fusillade dans une forêt française, on nous dit France 42. De fait, en France en 42, on fusille pas de juifs dans les forêts. Voilà, c'est très clair. Donc déjà dès le départ, il y a un problème de réflexion. Qu'est-ce qu'a voulu montrer le réalisateur? Ça permet d'introduire l'histoire hallucinante de ce jeune homme. Mais en même temps, ça renvoie, et on est 80 ans jour pour jour quasiment après demain la déclaration de Wannsee, ça renvoie concrètement 42 à l'année où le processus génocidaire sera le plus meurtrier de toute l'histoire de la guerre, et que la fusillade de ces juifs français ou de France, c'est une sorte de métaphore de ce qui est en train de se produire. N'oublions pas que le réalisateur a une partie de sa famille qui est ukrainienne, juive ukrainienne, qui a beaucoup souffert. Donc je le vois comme ça. Hmm. Après, toute la trajectoire du héros nous renvoie à tout un certain nombre de questions qui sont pertinentes dans le processus concentrationnaire, là, par contre. La question des cuisines, la question de l'infirmerie, la question du rapport au SS. Moi, je trouve très intéressante l'utilisation par les réalisateurs d'avancées historiographiques relativement récentes, sur par exemple, après ça peut faire débat aussi, mais porter la focale sur les bourreaux et voir les déportés en arrière-plan, tout en montrant très clairement que les bourreaux sont des gens ordinaires, enfin, je veux dire qu'ils ont une vie sentimentale, qu'ils ont une vie quotidienne, qu'ils ont une carrière à réussir, qu'ils ont des étapes à franchir, mais que le boulot quotidien, si je puis dire, de ces bourreaux, c'est d'envoyer des gens à la mort. Et donc, c'est un sujet qui fait débat entre nous historiens. Est-ce qu'on doit mettre la focale sur les victimes? Est-ce qu'on doit mettre la focale sur les bourreaux? Là, en l'occurrence, on a les deux. Et je ne sais pas si ça parle après au public, on pourrait aussi en parler, mais j'ai Hmm. trouvé, moi, en tant qu'historien de la question, l'approche intéressante. Après, j'ai trouvé aussi intéressant le fait que sans donner d'orientation chronologique, on se repère très bien. On voit l'arrivée des Italiens, alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais l'arrivée des Italiens dans le camp, ça nous renvoie à la deuxième moitié de l'année 43. L'avance des Américains, ça nous renvoie à fin 44. On est en France en théorie. Le réalisateur ne tombe pas dans le piège de vouloir reconstituer un camp. C'est-à-dire que le camp que vous voyez, c'est un camp qui n'a pas existé, Hmm. mais qui est en fait, et on l'a montré avec Tal Brutman dans le dossier pédagogique qu'on a, et Ophir Lévy qu'on a réalisé, c'est un camp qui s'inspire de plusieurs camps qui ont existé. Et en particulier, la structure avec les briques rouges, ça fait penser à Birkenau, à Auschwitz 1, mais c'est surtout, ça fait penser à San Saba, qui est un camp de transit qui est assez peu connu, qui se trouve à côté de Trieste, et qui a vu arriver à partir de fin 43 de nombreux juifs italiens, slovènes, croates, et qui étaient ensuite orientés sur Birkenau. Le réalisateur admet s'est aussi beaucoup inspiré du Struthof, ce qui n'est pas évident dans la physionomie du camp, mais qui par contre apparaît dans le rapport à la carrière, puisque le camp du Struthof, qui était le seul camp construit sur le site, enfin, le sol national français, était un camp où les déportés travaillaient beaucoup à l'arrière. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est, après, je ne veux pas empiéter sur les questions qui pourraient venir, mais c'est toute cette construction du récit sur cette fable, mais qui nous renvoie à une réalité. Hein, je pense que de le voir dans cette version-là, c'est essentiel, et que les quelques rares survivants que j'ai pu croiser, qui sont de moins en moins nombreux aujourd'hui, le disent tous. Ce qui leur a souvent sauvé la vie, c'était de parler l'allemand. Et donc la maîtrise de l'allemand dans ce système concentrationnaire, de maîtriser, alors en particulier pour les juifs de l'Orient qui parlaient le yiddish, donc qui prenaient l'allemand, mais en France, en Belgique, Primo Levi le dit également, enfin, maîtriser l'allemand, c'était une chance supplémentaire de survie. C'était pas suffisant, mais c'était nécessaire. Voilà. Et la fable du film, c'est qu'on se sauve par la langue, en maîtrisant la langue, en maîtrisant les langues, même en inventant une langue. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que ça part d'une nouvelle hein, qui existe, d'un écrivain. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît vraisemblable, Moi, ce qui me paraît vraisemblable dans cette histoire, c'est le mensonge. C'est-à-dire que voilà. j'ai en tête Ida Grinspan qui arrive sur la Judenrampe à Birkenau et qui dit, enfin, à l'entrée de Birkenau, et à qui on demande son âge et qui dit j'ai 16 ans alors qu'elle a 14 ans. Ça, Euh, euh, Kertész le raconte Ouais, aussi. Carthage le raconte, voilà, tous ceux qui ont pu passer à travers les mailles du filet du processus génocidaire. Je ne parle pas de ceux qui ont survécu à la Shoah par balle, c'est un peu différent miraculeusement, mais je parle de tous ceux qui étaient dans le système concentrationnaire et exterminatoire. Le mensonge, ne serait-ce que par exemple si on prend les Juifs de France qui se cachent, qui se font pas enregistrer à la préfecture ou au commissariat, sont déjà dans une démarche mensongère. Ils jouent pas la règle du jeu. Donc le mensonge a sauvé des vies. Et donc l'histoire générale, c'est ça. Hmm. Après, sur la construction linguistique, il y a également quelque chose qui est très intéressant. Je disais sur la maîtrise de la langue. Et puis,
il y a également, moi je pense que c'est central dans cette histoire et cette fable, c'est toute la réflexion sur les noms, sur l'importance de la trace, sur l'importance de nommer les gens qui ne sont plus. Parce qu'une des particularités du système dont on parle, de ce qui a coûté la vie à 6 millions de personnes, c'est que encore aujourd'hui, Yad Vashem le fait au quotidien, hein, on continue à chercher les noms de tous ceux qui sont morts. Et on n'a pas encore une liste exhaustive et définitive, et mes collègues et amis de Yahadinu Unum, qui avec le Père des Bois sont sur le terrain en Europe orientale depuis des années, continuent à repérer des sites de fusillade desquels on a bien du mal à identifier et authentifier les victimes qui s'y trouvent. Donc aujourd'hui, nous, historiens de la Shoah, on continue à essayer de faire en sorte que le processus de dénomination soit mis en avant. Et je trouve que si je dois retenir une des vertus essentielles du film, c'est celle-là. C'est dès la première scène, les fichiers qui sont détruits, jusqu'à la dernière scène avec cette capacité de mémorisation exceptionnelle qu'a ce jeune homme. Ça nous renvoie à une réalité, c'est que pour les survivants, les descendants de victimes, de pouvoir mettre un nom et d'avoir un endroit où mettre un nom, c'est essentiel. Voilà. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, l'invention d'une sorte de langue mémorielle, c'est-à-dire voilà. Une langue, un faux farsi qui est fait des noms ou des extraits de noms des déportés. C'est une très très belle idée, quoi. Enfin, c'est une belle histoire. Sachant qu'en plus, puisque l'auteur, enfin le réalisateur nous propulse vers ce qu'est le camp de transit, il nous propulse vers quelque chose qui permet, alors pour être précis sans être trop technique, on est dans un cadre qui est celui de la déportation des Juifs d'Europe occidentale et méridionale. On n'est pas en Europe de l'Est, où là il n'y a pas d'enregistrement et où il y a fusillade ou extermination directe dans les centres de mise à mort de l'opération Reinhardt ou à Birkenau. Mais pour tout ce qu'ont été les populations juives de France, des Pays-Bas, de Belgique, d'Italie, de Grèce, on est à peu près dans la même logique. Si on prend Westerbork aux Pays-Bas, si on prend Malines en Belgique, si on prend Sansaba en Italie, dans tous les camps de transit, c'est-à-dire les camps où étaient internées les populations juives destinées à être déplacées vers Birkenau, il y avait ce système d'enregistrement. Et ça, c'est un des paradoxes qui nous a toujours sidérés, nous les historiens, d'imaginer qu'on a tout fait à partir de la deuxième moitié de l'année 42 du côté du Reich pour éliminer les traces de la mise à mort, ce qui n'était pas le cas avant, hein, même je ne développe pas, mais qu'en même temps, on ait fait des efforts considérables pour enregistrer nominativement les gens qui rentraient. Et le travail de Serge Klarsfeld a pu être fait grâce au fichier Drancy, par exemple. Voilà, si à Drancy, on n'avait pas enregistré les noms des gens qui partaient, on n'avait pas l'enregistrement des gens qui arrivaient à Birkenau. À Birkenau étaient enregistrés seulement ceux qui étaient sélectionnés pour le travail. Donc là, il y a tout. Enfin, le mérite de ce film, c'est de tirer profit de toute une série de réflexions qui sont relativement récentes dans l'historiographie de la Shoah, sans les propulser au premier plan, mais en les distillant. Voilà. Et alors après, je pense que c'est aussi un film qu'on peut voir à différents niveaux, mais c'est là-dessus que moi j'ai été intéressé de travailler et sur le dossier et sur la présentation qu'on fait ce soir. Voilà. Et sur ce qu'on pourrait appeler la vie quotidienne du camp, sur quelles traces, sur quelles archives, sur quels documents on peut s'appuyer pour reconstituer cela? Bon, alors là, si je puis me permettre, il y a un problème de fond qu'on rencontre quand on accompagne des groupes, parce que moi je vais souvent sur site en Pologne en particulier, qui est celui d'un mélange, d'une confusion entre ce qu'est le système concentrationnaire, qu'ont vécu des dizaines et des centaines de milliers d'Européens, et le système exterminatoire. Et donc ce qu'il faudrait que le spectateur, ce n'est pas évident, comprenne, c'est que ce qu'on voit là, c'est-à-dire la vie quotidienne de déportés juifs qui survivent, qui mangent, qui se nourrissent, qui travaillent, c'est l'exception. La masse, c'est la mort immédiate, en Pologne, en Biélorussie, en Ukraine, et voilà, donc ça c'est la réalité. Par contre, sur ce qu'est le système concentrationnaire, la manière dont les déportés vivent, les chalits, la question du rapport à l'alimentation, la question de l'omniprésence des capots, qui sont bien plus violents que les gardiens SS, en fait, hein, qui font régner la terreur dans les blocs, la question de la déshumanisation, tout le vocabulaire qu'utilise à un moment le soldat nazi quand il détermine ce qu'est le juif à ses yeux, hein, qui pue, la nuque, etc., le nez, ça s'inspire de faits qui sont tout à fait historiquement, mais qu'on connaît depuis longtemps. C'est-à-dire représenter la vie concentrationnaire à l'écran, c'est aujourd'hui quelque chose de relativement aisé, tant les sources sont nombreuses. Et là, en l'occurrence, ce qui est plutôt bien fait, c'est qu'on évite de tomber dans quelque chose. Moi, je me souviens avoir vu le Imre Kertész, si c'est être sans destin au cinéma, c'était un film très très dur parce qu'il allait très très loin dans la démonstration. Là, on est dans quelque chose qui est dur, on le sent bien, la vie humaine n'a pas de prix, d'autant plus que ce sont les vies de juifs, donc qui est encore
pour reprendre le jargon de l'époque et la terminologie de l'époque, moins de prix que d'autres déportés. Mais sur ce point-là, j'ai pas l'impression qu'on apprenne grand-chose, sinon qu'on est dans quelque chose qui nous montre qu'on est bien dans un camp de passage. Hein, les gens arrivent, vivent là, repartent. Là où il y a risque de confusion, mais je suis pas le réalisateur et c'est comme ça, c'est pas un film d'histoire, c'est pas un film qui a vocation à être un manuel d'histoire ni un cours d'histoire, c'est que le camp de transit, c'est généralement pas un camp où on casse des pierres à côté, quoi. Voilà. Donc en l'occurrence, il y a un mélange entre la fonction de passage, hein, si on pense à Drancy, si on pense à San Saba, Malines, etc. Bon, les gens à Drancy, ils vivotent, il y en a certains qui travaillent dans les commandos extérieurs, mais c'est très rare. Là, les commandos dans les fermes, ça s'inspire d'une réalité aussi, ça arrivait. Autour d'Auschwitz-Birkenau, que je connais bien, il y a 40 km², il y a une cinquantaine, soixantaine de commandos différents, ça c'est une réalité, voilà. Et sur la vie quotidienne des bourreaux, donc, qui est peut-être plus intéressant, ce que vous avez dit tout à l'heure, sur quel type de source on peut s'appuyer? Alors là, il y a quelque chose qui est passionnant, mais qui mérite, c'est pour ça que je suis content qu'on en parle, parce qu'au moins on a l'impression de servir à quelque chose, quoi. Mais en l'occurrence, la scène qui me semble la plus intéressante, c'est celle du repas en extérieur. Parce que celle du repas en extérieur, elle s'inspire d'un corpus de photographie qui est apparu récemment, qui est apparu en 2007, qui s'appelle l'album Docker, ou qu'on appelle également l'album de Washington. C'est une série de photographies qui a été découverte par un soldat américain à la fin de la guerre en Allemagne, que le soldat avait gardé avec lui et que la famille du soldat a déposé au mémorial de Washington en 2007. Donc vous voyez, c'est une source relativement récente. Et qu'est-ce que nous montre cette source? Elle nous montre le quotidien de quelqu'un qui s'appelait Karl Haucker. Et Karl Haucker, c'était un des responsables du camp d'Auschwitz-Birkenau, qui était directement sous les ordres de Rudolf Höss, qui était le directeur, enfin le commandant du camp. Et ce gars-là, il a fait un album photo, qui est d'ailleurs en ligne sur un site qui s'appelle Les 2 albums d'Auschwitz, hein, qui est très facilement accessible. On l'a mis en ligne l'intégralité de l'album, et qui nous montre le quotidien des SS à Birkenau et à Auschwitz. Alors le quotidien off, c'est-à-dire hors labeur quotidien, c'est-à-dire l'enterrement d'un soldat, les réunions avec les femmes, le restaurant, et donc il y a toute une série de clichés qui sont dans le dossier pédagogique, on a repris, on les a mis l'une sous l'autre, la scène avec l'accordéon et les soldats qui chantent, ça c'est une avancée, enfin le réalisateur s'est emparé, la photo c'est équivalent. Sauf que sur la photo de l'album Docker, vous avez Mengele, vous avez Rudolf Höss, vous avez Karl Haucker, vous avez Kramer qui a commandé le Struthof et qui a été nommé à Birkenau à ce moment-là. Donc vous avez une brochette de criminels de guerre qui, au moment où on les voit, sont pas les fous, les malades mentaux que parfois encore on ose décrire quand on parle des SS. Et là, je trouve intéressant, justement, si on est vigilant, le responsable, il a la tête de mort, SS Totenkopf. Les autres, ils sont hiérarchiquement inférieurs à lui, mais on voit bien que ce sont tous des gens qui sont très pondérés, qui sont... Voilà, moi, je me souviens avoir suivi des cours ou avoir entendu des choses quand j'étais gamin, donc il y a fort longtemps, où on laissait entendre que c'était une petite poignée de maniaques ou dépressifs ou de pervers narcissiques qui avaient organisé tout ça. Or, les gens qui font le boulot, ils font le boulot. Hein, ce qu'on ne voit pas ici, mais ce qu'on devine dans la trajectoire de celui qui était chef de cuisine et qui est devenu chef de camp, enfin sous-chef de camp, c'est qu'il y a une hiérarchie. Et donc ça, je trouve que c'est un des mérites du réalisateur, c'est d'avoir intégré ce quotidien, c'est-à-dire que voilà, les hommes et les femmes, c'était le cas dans beaucoup de camps où il y avait des gardiens et des gardiennes, la partie administrative, la partie quotidienne, avec ce que ça peut avoir de trivial, les relations amoureuses, les relations sexuelles, etc., on se rapproche de choses qui sont intéressantes. Donc là, il y a un effort de réflexion historique de la part du réalisateur que j'ai trouvé intéressante. Alors, il y a même une sorte de plongée presque psychologique dans la frustration qui règne dans ces lieux, justement par rapport à la hiérarchie, les jalousies. On sent bien que c'est quelque chose qui est un moteur. Ouais, alors, comment est-ce qu'on peut reconstituer tout ça, ou est-ce que ça, par exemple, il y a des traces de ce genre de choses? Oui, on a des sources. Alors, sur les carnets personnels, certains ont été édités depuis déjà un certain nombre d'années. En particulier, on a conservé, parce que c'est un des lieux que je connais le mieux, le carnet personnel d'un médecin qui œuvrait sur le site de Birkenau et qui explique sur l'année 42, qui prend des notes et qui dit ce soir, convoi de 1200 personnes, juifs hollandais, scène abominable. Il enchaîne ça 3-4 jours de suite. Et puis le 5e jour, ce soir, spectacle, vélo, petit nain, je me suis beaucoup amusé. Enfin, donc il ne va pas jusqu'à raconter sa vie sentimentale et sa vie personnelle, mais il y a des sources.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu Shoah, mais dans le Shoah, quand Lanzmann arrive à détourner l'intervention de Hans Schuschomel, une des premières choses qu'il lui fait, c'est qu'il lui relate la chanson, enfin il chante le chant que chantaient les nazis avant d'emmener les gens à la mort à Treblinka. Donc les bourreaux, moi je pense ici à mon collègue et copain Yanis Roder qui a sorti un ouvrage là-dessus récemment. Je pense qu'il ne faut pas se priver de ce qu'ils ont pu nous laisser comme trace. Il ne faut pas bien sûr en faire des héros, il ne faut pas les banaliser le crime, parce que c'est le risque, hein, mais les marginaliser et les mettre en marge en se concentrant seulement sur ceux et celles qui ont souffert. Je pense qu'après 80 ans, c'est historiquement quelque chose qui est dangereux. Je dis pas qu'il faut trouver je pense qu'il faut trouver un équilibre, et le film, parce que je pense que ça peut perturber de se dire, on a un film qui traite de la déportation et de l'extermination des gens, ou la marche vers la mort, et dont les principaux personnages sont presque tous. On en arrive presque à un moment à plaindre cet officier SS qui pourtant, bon voilà, pense à sa survie, mais quand même un monstre comme les autres, mais un monstre qui en a là et qui sait très clairement ce qu'il fait, quoi. Voilà. Et qui prévoit même Oui, l'après. C'est ça qui est intéressant, suite, évidemment. ouais. J'imagine que, surtout à partir de 42-43, quand les nouvelles sont pas forcément très bonnes, beaucoup dans la hiérarchie SS pensaient à leur, j'allais dire, à leur reconversion. Ouais. Oui. Alors, 42-43, c'était un peu tôt, mais d'autant plus qu'au sommet de la SS, on est quand même dans une hystérisation du processus génocidaire qui va loin et qui fait qu'une des dernières tâches que se fixe la SS, même quand la guerre est perdue, le dernier convoi il part de France le 31 juillet 1944. Donc voilà, c'est déporter des juifs, c'est de tuer des juifs. C'est-à-dire que la tâche finale, le point d'orgue au processus auquel s'étaient attelés les nazis de construire un Reich qui devrait durer 1000 ans, tout ça, ça s'écroule et on s'en vire très vite. Mais tuer le plus grand nombre de juifs possible, ça les a motivés très très loin. Mais néanmoins, on le sait pour Eichmann, on le sait pour Mengele, on le sait pour Barbie à l'échelle inférieure, si je puis dire, pour autant tout aussi gravement criminel. Ce sont des gens qui ont organisé leur exfiltration et qui surtout ont profité de réseaux. Hein, le dernier livre de Sands là-dessus qui revient, Philippe Sands qui revient sur, qui s'appelait La Filière justement, qui revient sur l'histoire de ce SS qui s'exfiltre en Italie et qui ensuite est assassiné plus tard, mais le montre très bien. Il y a une logique, mais qui vient plus tard. Mais néanmoins, l'idée selon laquelle on peut prévoir son avenir tout en ayant commis des crimes terribles, ça s'inspire également d'une réalité qui est avérée, quoi. Ouais. Alors, je crois qu'il faut quand même dire un mot, même si on parle plus d'histoire que de la forme du film, mais que quand même le film tient beaucoup sur les deux acteurs, oui, Lars Eidinger et Nahuel Pérez Biscayart, qui sont assez étonnants dans leur chacun dans leur registre. Oui, hein, mais peut-être que il y a un jeu d'acteur qui est remarquable, et je trouve que la manière dont justement le réalisateur veille à ce que les langues, j'en parlais tout à l'heure, soient filmées en VO, c'est-à-dire que l'allemand c'est l'allemand, le français c'est le français, donne vraiment, nous plonge dans la réalité de ce que devait être le quotidien de ces structures concentrationnaires, où les ordres sont hurlés en allemand, où si à un moment il y a la séance d'appel avant le départ, on voit bien que les gens qui répondent pas tout de suite sont immédiatement abattus, ça s'inspire également d'une réalité. Tous le disent, moi je me souviens très bien d'Henri Borland arrivant devant mes élèves en montrant son tatouage, en disant c'est le premier chiffre que j'ai appris, c'était mon tatouage, parce que c'est par là que j'ai été appelé, etc. Donc oui, la langue et le jeu des acteurs là-dessus, comme pas mal d'autres choses, hein, il y a le jeu, et puis il y a également la manière dont certains plans sont filmés, qui laissent entrevoir ou qui laissent deviner des choses qu'on ne peut pas montrer ou qui se déroulent pas à l'endroit où ça se passe. Je pense aux cheminées, je pense à la fumée, je pense à la charrette de cadavres, etc., qui nous renvoient vers des choses qui se déroulent pas là où, enfin voilà, mais qui signifient aux spectateurs qu'on parle de choses qui sont quand même très très graves, quoi, derrière cet arrière-plan, enfin derrière ce premier plan qui nous amène vers la fiction, quoi. Ouais. Puis bon, ce que moi je trouve assez fort dans le film, c'est un film qui est assez, je dirais, classique dans sa forme, je dirais presque parfois un peu académique, hein. C'est pas la vraie force du film, mais c'est d'avoir su utiliser ces deux acteurs pour aussi ce qu'ils sont. C'est-à-dire Nahuel Pérez Biscayart, c'est vraiment un polyglotte totalement incroyable. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer dans 5 langues différentes et là lui faire en quelque sorte
inventer une langue de ouais, plus, ouais, ouais. c'est une idée. C'est une Et je idée pense qu'il n'y a géniale. pas beaucoup d'acteurs qui auraient pu jouer ça. Et de la même manière, Lars Eidinger, qui est le grand acteur de la Schaubühne, hein, de Ostermeyer, qu'on a vu beaucoup dans les Shakespeare ou dans tous les, voilà, arriver à tirer, je dirais la virtuosité très inquiétante de l'acteur. Ouais, c'est un J'ai tour de souvenir force. en Richard II ou chez Richard III à Avignon de cet acteur. On voit vraiment quelque chose de très à la fois humain et très inquiétant en même Ouais, temps. ouais, Et ça, je trouve c'est que vrai. l'acteur Et je trouve aussi, parce qu'on n'en a pas parlé peut-être, mais s'il y a peut-être des questions, on peut peut-être Oh oui, aussi bien se tourner sûr. vers la salle, mais bon, je pense aussi à l'histoire de ces leçons persanes, de ce livre, et je pense qu'on ne peut pas ne pas penser aux mille et une nuits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à cette histoire qui fait que toutes les nuits, si on veut survivre, il faut raconter une histoire qui est fausse, et là en l'occurrence, toute la survie du héros, elle est liée à cette construction du mensonge qui tient à un fil, mais qui nous rappelle également que dans ce système concentrationnaire, la survie, elle tenait à un fil et que tous ceux qui sont passés à travers, que ce soit dans le système concentrationnaire dit classique, les déportés politiques, voilà, et dans le système génocidaire, ceux qui avaient été sélectionnés pour le travail, qui ont survécu, Elie Wiesel, Primo Levi, ou des gens qui ont moins publié, qui sont moins connus, ont tous dû leur survie à un moment où ça s'est joué à rien. Et soit un mensonge, soit un coup de chance, soit un travail, c'est ce que dit très bien Simone Veil, quand une capo, elle avait pris en disant toi t'es trop belle, je t'envoie pas là-bas. Enfin, ça tient parfois à rien, et ça fait partie également des aléas de la vie, et je trouve que le film aussi sur ce terrain-là nous renvoie à des réflexions intéressantes. Même si Wannsee, c'est pas une révolution dans le sens où ça fait déjà 7-8 mois qu'on fusille quotidiennement des dizaines de milliers de juifs en Europe de l'Est, mais Wannsee, c'est la preuve il y a 80 ans qu'on a établi des listes, on a déterminé le nom de gens et le nombre de gens qui devaient mourir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en arrière-plan, il y a ça, les gens qui passent, on sait où ils partent. Ça tient en une phrase, hein. Ils vont où? En Pologne, ils vont mourir, le SS répond même pas. Mais on n'a même pas besoin de parler de Birkenau, on n'a pas besoin de parler de Chelmno, on n'a pas besoin de parler de Majdanek, on peut deviner. Mais après, comme vous le dites, toutes les subtilités sur la langue, toute la réflexion, et je pense que je fais également partie de ceux qui n'ont enfin, qui n'ont pas absolument pas de problème à utiliser les sources qui viennent des perpétrateurs. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que sans tomber dans le piège qui consiste à dire qu'il faut sortir de la victimisation, parce qu'il ne s'agit pas de victimiser des gens qui sont morts dans des proportions absolument incroyables, et je rappelle quand même ici que plus les semaines et plus les années avancent, plus le bilan de la Shoah s'alourdit. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un processus de réflexion qui est mené en Biélorussie, en Ukraine, dans les pays baltes ou dans les Balkans, qui fait ce processus qu'on continue à trouver des victimes qui n'étaient pas comptabilisées par Raoul Hilberg à la fin des années 80. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on continue à avancer sur le sujet. Et après, qu'on s'intéresse à ceux qui ont fait ça, sans les diaboliser, mais en essayant de comprendre ou de voir quelle a pu être leur démarche, je trouve ça très intéressant. Et pour les élèves ou pour les jeunes générations, je trouve que c'est essentiel. Parce que la logique Browning a commencé avec le 101e bataillon, enfin, les bourreaux ordinaires, dans tous les processus génocidaires, puisqu'on parlait de Pol Pot, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Ukraine dans les années 30, que ce soit dans le système soviétique, enfin, c'est souvent les perpétrateurs, c'est souvent des gens très simples, très modestes. Et une des avancées de Wannsee, justement, puisque je reviens sur cette date anniversaire, un des tournants de Wannsee, c'est pas tant de dire on va exterminer les juifs, parce que ça a déjà commencé depuis 6 mois. C'est de systématiser, c'est vrai, à l'échelle de l'Europe, de chiffrer et de mettre en route et de mettre en branle toute la machine administrative du Reich. Des chemins de fer jusqu'à la police, la justice. Et donc là, on en revient à ça. Et donc de s'appuyer sur tout ce qu'on sait déjà faire depuis longtemps, mais là, avec un objectif, c'est de détruire le plus grand nombre possible de juifs, pas seulement en Europe, puisqu'on a même été chercher des juifs tunisiens, enfin, dans tous les territoires où on peut mettre la main sur eux. Voilà. Après, sur l'analyse de Chapoutot, elle fait débat, je ne développe pas. Mais je pense que la réflexion n'est pas inintéressante. Après, on peut valider ou pas valider sa démarche. Mais il y a vraiment un management et des relations pyramidales, enfin verticales, entre le commandement, les sous-fifres et les auxiliaires à la base, qui est, je veux dire, sur un site comme Auschwitz-Birkenau, il y a en 1944 100 000 personnes, 100 000 prisonniers, je ne parle pas de ceux qui tous les jours vont mourir, hein, 100 000 personnes qui sont sélectionnées et qui travaillent sur le terrain, il y a moins de 2 à 3 000 soldats, quoi. Sur l'ensemble du site, j'entends. Voilà. Donc, dire ça fonctionne. Et un des rouages essentiels, ce sont les capots.
hein. Les capots qui font le sale boulot, qui gèrent les blocs, qui font régner la terreur, ou les Sonderkommando pour bon, je ne développe pas, mais voilà, l'ASS, ça a réussi à s'appuyer en ayant des effectifs très modestes sur des gens qui sont des gens triés sur le volet, voilà. Bon, oui. Il y a toute une économie du processus exterminatoire qui est fort intéressante, et on sait que si on prend l'exemple de Birkenau, les 30 baraques qui servent à entreposer les vêtements dans lesquels, enfin des déportés, puisqu'on leur donnait le droit, on leur proposait même de partir avec 25 kilos par personne, c'est des vêtements, c'est des chaussures, c'est des lunettes, c'est des rasoirs, c'est des gamelles, des bidons, des marteaux, parce qu'on leur disait amenez les outils avec lesquels vous allez pouvoir travailler, et l'ASS met la main sur tout ça, trie, reconditionne, si je puis dire, puis ensuite revend à l'intérieur du Reich aux populations allemandes. C'est-à-dire que le paradoxe de ce processus m'a toujours interpellé, c'est que des individus dont on détruit totalement la personne, on les tue, on les brûle, on en disperse les corps, sont des individus qui vont continuer à faire vivre le Reich dans son effort de guerre. Dents en or, cheveux pour les tissus et vêtements. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas un des points centraux, mais néanmoins, tous ces gens qu'on voit arriver avec leur bagage et à qui on dit, ce qui n'était pas le cas dans les camps de transit, pour dire les choses honnêtement, mais là, en l'occurrence, on voit bien qu'ils laissent leurs affaires sur place. Ça renvoie à tout l'aspect économique qui est quelque part suggéré, voilà, aussi. Mais cet aspect de l'économie du système, je ne parle pas concentrationnaire, hein, je parle vraiment du processus génocidaire, c'est quelque chose qui a été mis en avant il n'y a pas si longtemps que ça. On le connaissait, hein, mais dans les cours, dans la façon de le présenter ou dans les sources dont on dispose, c'est un phénomène assez récent. Hein, là aussi, le webdoc qui s'appelle Les 2 albums d'Auschwitz vous renvoie à la fameuse série de photos de ce qu'on appelle l'album de Lily Jacob, qui ont été prises ces photos par les officiers SS au moins de mai 1944 à Birkenau, où on a tout le processus d'arrivée des convois, et il y a toute une série de clichés qui reviennent sur ces monceaux de vêtements, des faits personnels, qui sont ensuite retraités et revendus à l'intérieur du Reich. Je dis bien revendus, hein, voilà. Et ça se fait de l'argent sur toute personne qui rentre dans le camp d'Auschwitz est potentiellement intéressante pour l'économie du Reich. Voilà. Même ceux qui vont mourir. Quand les Soviétiques rentrent à Birkenau le 27 janvier 1945, ils tombent sur 7 tonnes de cheveux, par exemple, voilà, qui n'ont pas encore été utilisés ni revendus à l'industrie de tissus. Aujourd'hui, dans les vitrines de Birkenau, il reste encore 2 tonnes. Ils tombent sur des chaussures, ils tombent sur des vêtements pour enfants, Oui, ils n'avaient pas eu le temps. Les gens qui rentrent dans les crématoires, enfin dans les chambres à gaz du 2 et 3 de Birkenau, on sait par les témoignages, en particulier des Sonder, qu'on a conservé des Sonderkommando, qu'on dit aux gens, mettez bien vos chaussures par 2. Retenez le numéro de la patère et attachez bien vos chaussures par 2. C'est pas pour aller jusqu'au bout du cynisme, hein, mais c'est juste parce qu'une paire de chaussures, c'est mieux qu'une chaussure toute seule, quoi. Voilà. Et donc après, moi j'ai un souvenir, parce que je connais bien le lieu du site du Struthof, en Alsace, c'est plus facile de visiter que celui le camp d'Auschwitz-Birkenau, et bien il y a une vitrine au camp du Struthof où on a un vêtement dont on dit « en provenance d'Auschwitz », traité au Struthof, c'est-à-dire aménagé, recousu, enfin je sais pas, pour être ensuite revendu dans le Reich. Mais il est logique que forcément parmi le monceau de vêtements, il y en a un certain nombre qui étaient sur place. Aujourd'hui, vous allez sur Birkenau, vous marchez sur Birkenau, il y a encore des objets personnels qui remontent. Alors ceux qui sont sur le site de Birkenau, c'est des vêtements qui ont été trouvés, les chaussures. Moi, j'ai travaillé directement avec le conservateur du musée, qui embauche des historiens de l'art ou des conservateurs pour conserver les cheveux, pour conserver les chaussures des gamins, pour conserver les lunettes des gens qui ont été gazés sur place. Donc les objets qui sont là, c'est des objets d'origine, je peux vous l'assurer. Hein, voilà. Une bonne partie de l'armée allemande est une armée chrétienne, quoi. Et que dans le Troisième Reich, une partie des soldats sont protestants ou catholiques. À ce propos, ça me permet, tant qu'à faire, de caser une idée importante, c'est que dans le Troisième Reich, quand en 39-40, on élimine les handicapés, on commence, 70 000 personnes sont éliminées, opération T4, les églises protestantes et catholiques réagissent et font que le processus est enrayé, mais quand on commence à massivement déporter les juifs allemands autrichiens, et quand on sait, parce qu'on sait, entre l'été 41 et le début de l'année 42, parce qu'il y a des photos, il y a des tas de documents qui circulent dans le Reich, qu'on extermine les juifs d'Europe, ni les églises protestantes allemandes, ni les églises catholiques ne disent quoi que ce soit. Donc le lien entre, en particulier la SS Totenkopf, c'est une SS qui revendique son appartenance au christianisme, régulièrement. Voilà. Quand on prend les discours, il y a un portrait qu'on aperçoit en arrière-plan dans la salle, avant la salle où se réunissent les officiers,
qui est le portrait d'Heydrich, qu'on voit très bien derrière, hein. D'Himmler, pardon, Himmler qu'on voit derrière. Et Himmler, c'est quelqu'un qui, dans bon nombre de ses discours, revient justement sur le lien entre la lutte contre le judaïsme, le judéo-bolchevisme, et l'avenir de l'Europe ariano-chrétienne, quoi. Il faut aussi faire attention, c'était un des pièges que nous tendait Jonathan Littell dans son livre, c'est pas non plus de faire tous les officiers SS le nec plus ultra de la culture G. Oui, quoi. l'esthétisation voilà. de... Si vous prenez Röhm, qui était le chef de la SA en 1934, qui a été éliminé en 1934, Röhm, c'était vraiment le bas du panier, quoi. C'était vraiment le... Voilà, et d'ailleurs, le capitaine en question, il se met à faire de la poésie, mais il vient d'un milieu relativement modeste aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme... Mais par contre, le rapport à la musique classique, à la culture G, à l'ouverture sur le monde, le nombre de médecins, le nombre de docteurs en médecine, le nombre de docteurs en philosophie qu'on retrouve parmi les dirigeants de la SS est surreprésentatif. Hein. Donc, voilà, c'est tout à fait ça. On est sur un film qui nous montre que... On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut être amateur de poésie, avoir la curiosité de découvrir une nouvelle langue, penser à sa vie d'après, et en même temps signer le départ de convois de centaines de personnes dont on sait qu'elles vont mourir et qui nous importent peu parce qu'elles sont considérées comme devant mourir, quoi. Voilà. C'est pas incompatible. Voilà. C'est pas incompatible. Il n'y a pas obligatoirement d'empathie, avec quand même quelque chose qui est important qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les gens qu'on envoie à la mort sont considérés comme des sous-hommes, quoi. C'est-à-dire comme des non-humains, quoi. Hein. Et donc, je pense que si on réfléchit un peu, ce que je fais de moi depuis longtemps pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé, enfin, comment on peut en arriver là, c'est que, et c'est ce qui fait le point commun avec ce qui s'est passé au Rwanda ou ce qui s'est passé en Arménie, c'est qu'il faut être capable d'avoir, depuis de longues années, engagé un processus de déshumanisation. Tout le vocabulaire cancrela, cafard, parasite, qu'on retrouve sur les terrains génocidaires, il est toujours en amont. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de ceux qui manipulent ce genre de verbiage pour désigner l'un ou l'autre, parce qu'on commence par les mots, et puis voilà. Mais là, en l'occurrence, la culture G de ces officiers, elle n'a pas toujours été merveilleuse, mais certains d'entre eux étaient vraiment très, très cultivés, c'est vrai. Ça, c'est une bonne question, parce qu'en l'occurrence, ça nous renvoie à quelque chose de complexe, qui est la manière dont s'est construite l'histoire et la mémoire de ce génocide. Donc c'est très complexe, je vais essayer de faire simple. Mais dans les milieux concernés, c'est-à-dire les milieux juifs européens où revenaient quelques survivants, où avait disparu la majorité des populations de la famille et où survivaient miraculeusement l'un ou l'autre, la mémoire des noms, on l'entretenait, on l'avait. Bon. Mais on ne l'avait pas communiqué à l'échelle internationale et on avait beaucoup de mal à avoir des chiffres. Et d'ailleurs, puisqu'on est encore entre nous, sur le monument aux morts du lycée Janson, hein, que vous connaissez bien, il y a un petit gamin qui est mort à 8 ans à Birkenau, qui s'appelait Jean Lévy. D'accord ? Jean Lévy, il a été arrêté en tentant de franchir la ligne de démarcation avec sa mère Violette. Ils ont été déportés, ils ont été gazés tous les deux en arrivant. Son père, qui était prisonnier de guerre, a survécu à la guerre et s'est rendu compte à la fin de la guerre que le monument aux morts de Janson, qui compte près de 750 noms de soldats tombés en 14-18 et en 39-45, ne comportait pas le nom de son fils. Parce qu'à l'époque, dans les années 50 et 60, on ne faisait pas de plaques comme il y en a aujourd'hui pour commémorer la mémoire de ceux qui sont morts dans ce processus génocidaire. Et donc, si vous regardez de nouveau le monument mort, vous verrez que sont marqués le nom de Jean et puis d'un autre déporté, du grand-père, parce qu'il y avait le grand-père également, Lévy, qui avait été déporté, et qui sont marqués morts en déportation. Voilà. Donc on ne dit pas qu'ils étaient juifs. Vous voyez, donc toute la trajectoire qui consiste à identifier, repérer, nommer le mur des noms au mémorial de la Shoah, c'est un travail qui est récent, c'est 2005, la première version. Yad Vashem, je parle du projet de la collecte des noms dont on parle dans le dossier avec Tal Brutman, c'est un projet qui est lancé depuis longtemps, mais pas depuis 1945. Hein. C'est quelque chose qui se met en place, on va dire, relativement récemment. Et vous allez à Kigali également un mur des noms. Voilà. Donc cette idée que, et même si les Rwandais n'ont pas le rapport à la mémoire de ces lieux de massacre que peuvent savoir les communautés juives, etc., il y a quand même un élément intéressant. On va dire que ça fait 20 à 30 ans que ça prend de l'envergure et que le travail continue et que un des objectifs de ceux qui veulent restaurer l'orthographe précise des noms de ceux qui ont disparu, c'est d'essayer de démontrer que le projet qui consistait à effacer durablement la trace de quelqu'un n'a pas totalement réussi. Voilà. Et donc cette scène qui conclut le film, oui, ça fait partie de l'invention de la fable
Ou alors, non, est-ce non, que non. c'est quelque chose qui peut être réaliste Ça, de... alors, ressortir 2800 non, peut-être pas, mais de demander aux survivants, de il n'y a qu'à nommer... voir les épisodes qui sont connus au Lutetia, quand les Hmm. survivants reviennent de déportation des des centres de mise à mort ou des concentrations, tout de suite ils croisent des gens qui leur disent t'as pas vu un tel, t'as pas vu un tel, d'essayer de constituer la trajectoire, de laisser une trace, d'écrire des récits personnels. Il y a une légende qui consiste à dire que les déportés, quand ils sont venus, je parle des déportés juifs survivants, n'ont pas parlé, c'est faux. Quand ils sont venus, bon, certains se sont murés dans le silence, c'est vrai, hein, mais d'autres dans la famille. Je vais prendre un exemple concret. Moi, j'ai bien connu quelqu'un qui s'appelait Roger Perelman, qui était un ancien comte de Condorcet, qui aujourd'hui a un espace de travail qui lui est dédié. Roger Perelman, c'est l'oncle de Vivorca. Il n'y a quand même pas de hasard, vous voyez. C'est-à-dire que voilà, Annette Vivorca avait un tonton qui était déporté à Auschwitz. Donc, dans la famille, on en parlait. Voilà. Donc, la question de cette mémorisation et de transmission des noms dans les milieux concernés par le processus, elle était réglée. Après, le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qu'on a mis du temps à identifier et à se dire où ils sont passés. Ils sont partis tel jour, ils sont parvenus. Quand on prend les fameuses photos de l'album d'Auschwitz, là, il y a des convois à l'été 44, il y a 12-15 000 personnes qui sont brûlées par jour à Auschwitz, bon, qui sont gazées et brûlées. Ces gens-là, ils sont enregistrés nulle part. Ces gens-là, ils sont tatoués, ils ne sont pas tatoués, ils ne sont pas enregistrés, ils viennent de Hongrie, ils descendent du train, ils sont gazés. Même chose à Treblinka, même chose ailleurs. Si vous prenez l'exemple de Lily Jacob, cette femme qui survit à ce processus-là et qui retombe sur l'album de photos, Adora, moins d'un mois, 6 mois après, et qui retrouve des photos de gens qu'elle a connus. Ben elle a mis des noms sur les gens en disant lui c'était mon village, elle c'était ma belle-sœur, lui c'était le fils de machin, etc. Mais c'est quelque chose qui est compliqué. Par exemple, le travail que fait Yaad Inounoum sur le terrain depuis 2006, ça fait donc 15 ans, qui consiste à croiser les témoins qui avaient à l'époque 12, 13, 14, 15 ans, que personne n'a jamais interrogé. Je parle des voisins du crime, hein, ce qu'on appelle en anglais les bystanders, c'est-à-dire les gens qui sont ni perpétrateurs, ni victimes, même si dans ces territoires-là, il y a ambiguïté sur le statut témoin, perpétrateur ou auxiliaire, enfin voilà, c'est compliqué. Mais le travail d'enregistrement des témoignages permet parfois de redonner des noms à des gens qui se trouvent dans la fosse, parce que les gars, 70 ans après, ils se souviennent de telles familles juives dont ils se souviennent du nom, dont ils savent, parce qu'ils les ont vues, qu'elles ont été fusillées là. Mais sinon, qui voulez-vous qui ait conservé les traces de ces gens-là? Personne. Voilà. Surtout dans la Pologne communiste ou ailleurs, tout a été ensuite balayé, uniformisé, on n'a pas mémorialisé ça. Donc ça, c'est un travail relativement récent. Et il ne faut pas oublier que la chute de l'URSS et l'ouverture des frontières et des archives en 91 ont été sur ce terrain-là, comme sur d'autres, des moments essentiels. Voilà. Ça va être trop long. Bien, merci. Je crois qu'on va arrêter là. Merci Alexandre. Merci à vous. Merci à vous. Merci Antoine.